Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode du débutant RC, épisode je crois 5 ou 6. On avait parlé la dernière fois de ce qui se cache derrière la roue. Nous parlions donc bien évidemment de chape, porte-fusée, moyeu, tout ce qu'il y a là. Et aujourd'hui nous allons attaquer la suite, à savoir les bras de suspension. Communément on appelle ceci une triangulation parce que dans la plupart des cas, nous avons une forme plus ou moins triangulaire, 2 points d'ancrage devant et on revient sur un seul devant. Mais il existe évidemment toutes sortes de choses. Tu as les suspensions qui ont donc, au lieu d'un point de suspension en bas, comme celui-ci ici, 2 points. On a un axe devant, un axe derrière. D'accord ? Tu as, je vous l'ai montré dans le cas par exemple, on va reprendre ces pièces-là pour les mêmes raisons. Du train à rotule, là, évidemment, ça parle encore un peu plus. Côté triangulation, 2 points d'ancrage, un seul. L'inférieur sera pareil. Perso, ce que je préfère, c'est ce qu'on a ici. 4 points d'ancrage en haut, 4 points d'ancrage en bas. D'accord ? Il existe des pièces non réglables, flexibles, qui pour nous, en loisir, font largement le taf. Il existe des suspensions, comme on a ici sur le Hobo Hyper MTX et plein d'autres engins, qui ont un triangle inférieur et pas de triangle supérieur. C'est remplacé par une biellette. L'avantage, c'est que c'est pas cher, c'est pas volumineux. L'inconvénient, c'est qu'on a plus de jeu sur la partie haute. D'accord ? C'est en contrepartie réglable. Et nous avons les véhicules qui associent les deux systèmes. On a donc ici un triangle supérieur, d'accord, plus un réglage, là, et on revient sur un double point d'ancrage. On a ici donc 4 points d'ancrage, plus un réglage. Sur les trains à rotule, c'est plus simple, puisqu'il te suffit de desserrer par ici devant cette sphère ici qui va donc s'éloigner ou s'approcher, et tu vas donc pouvoir faire les mêmes réglages que là, avec infiniment moins de pièces. Triangle inférieur, supérieur, porte-fusée, les sphères, c'est tout ce qu'il y a. Là, tu vois qu'il y a quand même plus de pièces. On a un triangle inférieur, on a un triangle supérieur en deux parties, plus la pièce de réglage. Certains constructeurs, pour simplifier les choses, font un seul triangle qui se monte aux 4 coins. Un triangle inférieur. Ils font, si tu as des biellettes, comme chez Hobo, tu l'as vu, bah, tu n'as que des biellettes. Si tu as des triangles supérieurs, c'est pareil, ils peuvent se montrer aux 4 coins. Certains constructeurs font que les pièces avant gauche soient équivalentes à l'arrière droite, comme par exemple sur la HPI Savage, et l'avant droite sur l'arrière gauche. Il y a ensuite des marques qui font des pièces vraiment spécifiques. Le côté gauche, c'est le gauche, le droit, c'est le droit, l'avant, c'est l'avant, l'arrière, c'est l'arrière. L'arrière droit, c'est l'arrière droit, l'arrière gauche, c'est l'arrière gauche. Il y a un avantage à avoir des pièces spécifiques partout, c'est que on a un constructeur qui s'est penché sur un max de suspension chassimétrie pour avoir le plus d'adhérence possible selon ce que tu fais du train. Parce que devant, nous avons donc la direction que nous n'avons pas derrière. Certaines marques font un avant différent de l'arrière, mais tu peux mixer droite-gauche. Et certaines marques, donc, comme je l'ai dit, font des triangles qui se montent aux 4 coins. Ça n'empêche pas, comme je vous l'ai dit, les pièces qui sont spécifiques à chaque côté sont les mieux adaptées pour un pilotage plus précis, plus de motricité, etc., etc., meilleure suspension. Mais, prenons comme exemple le Traxxas X-Max. Il n'a que des pièces spécifiques avant en triangle, à gauche et droite en triangle, je veux dire. Il y a triangle gauche et triangle droit. Les supérieurs sont les mêmes aux 4 coins. Pourtant, l'engin a une motricité, une suspension exemplaire, n'en déplaise à beaucoup. Tu ne peux pas régler, mais comme je l'ai dit, nous en loisir, surtout quand on roule avec des gros boudins, les réglages, en fait, on s'en fout. Si bien sûr un constructeur fait des erreurs avec les pièces fixes sur les trains, c'est embêtant. Mais on a ça de moins en moins souvent. La plupart du temps, les constructeurs font des pièces fixes, que ce soit maintenant ce petit machin-là, d'accord, au Mini Terminator qui a des suspensions fixes, où tout va bien, ou des suspensions complètement réglables où tout va bien. On trouve un peu de tout.
Il existe encore d'autres systèmes. Tu as bien sûr les suspensions qui sont reliées sur des ponts. Ça, c'est tout autre chose, puisque ta transmission est intégrée à l'intérieur. Tu as ensuite des bras de pont. Là aussi, ce sont soit des bras, soit des biellettes. Il y en a 2, 3, 4. Ça dépend des constructeurs. Il y en a qui font un système tout comme le triangle supérieur ici, qui est en 2 parties à l'arrière, qui rejoint sur une seule partie. Les suspensions sont montées dessus, soit directement sur le pont, soit sur les bras. C'est pas super courant, c'est utilisé sur certains monsters 1.10, sur les shortcuts 1.8, 1.7, 1.10. En 1.5, on n'a pas encore. Ça devrait pas tarder. Si, stop, il y a Kraken. Ils font le Vesla 5, par exemple. Ce qui est le plus simple aussi pour l'utilisateur de loisir, c'est bien évidemment d'avoir un seul unique triangle qui se met à tous les coins, que ce soit l'inférieur ou le supérieur. Pour des besoins de sport spécifiques, beaucoup ne le font pas, comme ici le Traxxas X-Max. Le KPM de chez Kakapit séparé, on a une forme spécifique. Et on n'a tout simplement pas cette pièce répertoriée ici, refaite ici à l'arrière. S'il avait fait ça, on pourrait effectivement presque changer le gauche du droit, mais on n'est toujours pas bon parce qu'on a une forme spécifique plus en avant. Quand ils sont montés à l'arrière, ça les tire plus vers l'arrière. Les bras, par exemple, attention que je te réfléchisse, ne me trompe pas. Les bras du Larlo sont les mêmes aux 4 coins et tu peux les monter recto verso. Tu as tous les ancrages qui sont sur tous les triangles. Et à l'arrière, ils sont montés tout simplement de l'autre sens. Donc on a bien une forme spécifique aussi, mais ça a été fait symétrique. Il est plat, il est symétrique. L'avantage de ce genre de triangle qui est plié, c'est qu'on gagne en garde-sol. Parmi les exemples des engins qui ont des triangulations spécifiques avant-arrière, gauche-droite, nous avons par exemple le Traxxas et Revo 2. Bien sûr, les anciennes versions, je te parle du Revo 2 parce que là, on est sur des coins débutants, donc des gens qui commencent maintenant, qui vont avoir des véhicules qui sont d'actualité maintenant, qui ont vraiment des suspensions spécifiques à chaque coin. Et comme toujours, toutes ces suspensions, quelles qu'elles soient, fonctionnent. Il y a encore autre chose, mais qui n'est pas très fréquent, ce sont les bras tirés et les bras poussés. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Comme tu peux le voir ici, sous ces triangles de suspension où les ponts sont ancrés de ce sens et reviennent vers l'intérieur. Le pont aussi, il va balancer gauche-droite ou il va remonter entièrement, d'accord? Une suspension poussée, ça c'est vraiment super rare. Je crois qu'il n'y avait que la petite Predator 1/10, c'était une marque, je crois, ça s'appelait Predator. Il avait fait un petit buggy indice. Le bras de suspension est ancré là, de ce sens, et travaille de ce sens. À l'arrière, on trouve un peu plus de véhicules avec ça, avec des bras tirés. Donc là, poussé forcément, puisque le terrain qui arrive pousse le bras. Ici, le terrain qui arrive tire le bras. On a par exemple ça sur le BBX à l'arrière, véhicule récent de chez Tamiya. Il y a plein de véhicules qui ont des bras arrière tirés. Comme dit, les bras avant poussés, c'est un peu moins fréquent. Donc les vieux de la vieille qui en connaissent, vous balancez ça dans les commentaires. L'avantage d'une triangulation donc, à double bras de suspension, que ce soit une biellette en bas ou un double bras, normalement, si elle est bien foutue, c'est que tes angles de train sont constants. Quand la suspension travaille, ta roue reste au même endroit. Certains constructeurs font en sorte que la roue, exprès, bouge d'un certain sens. D'accord ? Soit elle prend plus de pincement, soit elle prend un peu de carrossage, soit elle prend de l'ouverture. Ça dépend des trains. Il y a des constructeurs qui ont fait ça à l'envers, c'est-à-dire que les roues bougent dans tous les sens, mais à l'opposé de ce qu'il faudrait. Il y a des constructeurs comme Team Magic sur le E5 qui ont utilisé à leur avantage le fait que les roues prennent du pincement devant. Et ce même train monté de l'autre sens à l'arrière fait que la roue prend de l'ouverture. Donc dans un virage vers la gauche, ton véhicule va s'affaisser. Toi, tu braques et ta roue arrière, qu'est-ce qu'elle va faire en s'affaissant? Puisque tu comprimes ta suspension, tu vas prendre de l'ouverture. Tu te retrouves donc avec un train arrière plus ou moins autodirectionnel, puisque la roue opposée, quand ton véhicule penche, tu prends ton virage à gauche, tu comprimes cette suspension. Ton véhicule, normalement, a une suspension un petit peu lestée à cause de ton poids. Quand tu vas pencher, celle-ci va se délester. Celle-ci, elle va prendre l'angle opposé
Et tu as donc un train arrière qui est très vif, très maniable en virage. C'est pas toujours un avantage, c'est pas toujours ce que les gens veulent. Donc l'intérêt d'avoir des trains réglables pour ceux qui cherchent justement plus de détails à ce sujet-là. Les marques, comme dit, qui ont foiré le bean, après, tu es obligé de, par exemple, Sen GSTE, Nemesis, Sen Reaper, Colossus XT, les trains, ça va pas du tout. Dès que tu as trop de débattement de suspension, les roues vont dans tous les sens. Résultat de la course, c'est la même chose avec le Bow Hyper MT2. Le MTX, là aussi un petit peu, mais là, ils ont mieux géré les réglages. Sur le MT2 et le Sen Reaper, donc des châssis 1/8 qui ont encore été rallongés, c'est très très marqué. On a des pertes de motricité dans tous les sens. C'est pas facile de rouler tout droit. C'est pas super. Enfin, c'est maniable parce qu'on a des bonnes directions. Mais il y a trop de défauts sur ces suspensions, surtout sur Sen. Alors il faut caler quand tu as des trains avec des biellettes de réglage. Tu peux décaler le point d'ancrage, la biellette de ce sens. Il faut mettre des cales pour changer. Si tes deux triangles sont bien parallèles, par exemple, sur certains véhicules, il va falloir mettre celui-ci plus haut, celui-ci plus bas. Ça devient foireux. On en trouve généralement de moins en moins. Ça, c'est aussi une bonne chose. Un très bel exemple de véhicule qui a un souci d'angle de train, c'est l'Obitech Rogue Terra. Quand la suspension est relâchée, Houston, nous avons un problème. Quand le véhicule est en fonctionnement, tu vois, regarde, la suspension bouge dans tous les sens. Les angles de train varient, les angles de direction varient. Donc, un véhicule pas super stable à rouler. Ça roule quand même, bien évidemment. Tu peux quand même t'amuser avec. Mais c'est clair que si tu passes d'un véhicule comme ça, si ton premier véhicule est comme ça, tu ne vas pas remarquer la différence. Et ensuite, tu vas passer sur un véhicule comme celui-ci, par exemple, où tout a été parfaitement aligné et étudié, où tout fonctionne, et tu vas te dire, ah, quand même, ok, maintenant je comprends mieux. D'accord ? Chaque constructeur fait sa petite sauce. Le but principal d'avoir les 4 coins pareils n'est pas dans ton intérêt spécifiquement. Ça permet au constructeur tout simplement de ne faire qu'un seul moule. Il produit un seul triangle inférieur, un seul supérieur, ou comme dit, il supprime, il met une biellette, parce que là du coup il n'y a rien à mouler. L'avantage pour toi, c'est que tu peux avoir une pièce en stock, et tu n'es pas obligé d'avoir une paire, parce que le gauche et le droit sont différents. Dans certains cas, comme dit, tu as des avant-arrière gauche-droite différents, donc il te faut une paire d'avant, une paire d'arrière de stock. Des fois, tu as des triangles de suspension à l'arrière, tu as des biellettes devant, donc il te faut encore des triangles arrière en stock. Ce genre de choses. Dans le cas des véhicules à pont, il n'y a pas grand-chose, la roue est fixée sur le pont. Certains véhicules utilisent quand même. Alors, il y a des véhicules qui ont des ponts où tout est aligné et bloqué et tes roues sont droites. Et il y a des véhicules qui utilisent quand même une noix côté roue, d'accord, aux fusées, et qui utilisent des cales sur le pont pour donner de l'angle, notamment l'Audi Super Rockrey, Super Bajaré, très bel exemple. Il y a des véhicules comme le Kyosho USA One, Kyosho Fox, qui ont des ponts, qui ont au bout de ces ponts, comme devant il y a une direction, ils ont mis la même chose à l'arrière, parce que là je te parlais du train arrière, excuse-moi. Ils ont mis la même chose qu'à l'avant, à l'arrière, ce qui fait que tu peux avoir un petit réglage, puisque tu as des biellettes fixes. À l'avant, bien sûr, tu as la direction, bon, de toute façon, ça bouge. Les avantages du pont sont une masse qui reste non suspendue en bas. Les inconvénients, c'est que, comme il n'y a pas de suspension entre ta roue et ton véhicule, proprement dit, la roue est sur le pont, donc tous les chocs que prend la roue sont répercutés à la sortie du pont. Alors que sur un véhicule à triangulation indépendante, ta roue, hop, elle transmet le choc directement à la suspension et t'en prends moins sur la cafetière ici. C'est pour ça qu'on ne trouve pas trop de véhicules à pont. Souvent, on a des problèmes de fragilité avec les sorties de pont. Ça commence à venir de plus en plus d'avoir des ponts solides quand même. Justement, l'Audi Super Rockrey, Super Bajaré, les Yikong et d'autres. Il y a des véhicules qui ont des ponts complètement en alu. À cause de ça, c'est la jante qui va prendre le truc. Si tu as un gros pneu boudin, ça va bien. Sinon, le carton, c'est pour la gueule de la jante. Faut tout prendre en compte. Les véhicules à pont, globalement aussi, sont plus compliqués à rouler. C'est différent. Si tu as l'occasion d'essayer, essaye. Si tu n'as jamais fait de RC, tu veux une RC, évidemment, tu te retrouves devant le choix. Par exemple, tu vois le Lodi LMT qui te plaît. D'accord ? Et
tu as d'autres véhicules à côté avec des triangulations indépendantes. Si tu n'as jamais fait de VRC, prends juste ce qui te plaît. Il y a des véhicules qui vont être plus casse. Tu vas te casser plus vite la figure avec un véhicule à pont. D'un autre côté, tu vas adapter ta conduite en fonction de ça. Alors, il y en a qui n'y arrivent pas, donc ils se renversent tout le temps, ça les saoule, ils dégagent la voiture. Et il y en a qui font un peu gaffe, qui s'habituent, qui font le nécessaire. Résultat, ils développent très vite la dextérité sur la radio. Quand ils se retrouvent avec un véhicule donc à suspension indépendante, qui est généralement plus simple à conduire, bah, c'est super facile. L'inverse, si tu as habitué un véhicule à suspension indépendante et que tu passes sur un véhicule avec des ponts, là ça devient compliqué. Vous allez deviner, bien sûr, ici on parle plus des monster trucks, puisque en véhicule piste tu ne trouveras pas des ponts, en crawler tu trouveras par contre énormément de ponts. D'accord. Donc c'est adapté aussi à chaque échelle de véhicule, chaque style de véhicule. Certains véhicules qui ont des triangles ont quand même des réglages comme ici pour déplacer le triangle au niveau du porte-fusée ou au niveau ici du véhicule. Donc pour changer les angles de chasse, d'accord. Certains véhicules ont à l'intérieur du porte-fusée des cales ovoïdes avec des trous à différents endroits, à différentes cales que tu peux remplacer pour régler le pincement directement à ce niveau-là. Alors ça, j'aurais dû en parler dans l'épisode sur les moyeux, porte-fusée, etc. Plus que la partie des triangles. Dans le cas de suspension en sphère, c'est très marqué puisque là, tu ne peux que déplacer ici ton triangle pour changer ton angle de chasse. Quoi qu'il en soit, ne prends pas un véhicule juste parce qu'il a les 4 triangles au même coin et que du coup ça fait moins de pièces. Assure-toi d'abord, quoi qu'il en soit, que pour la marque que tu as choisie, les pièces soient facilement disponibles. Il y a des véhicules, c'est vrai, qui ont des pièces spécifiques. Avant gauche, inférieur, supérieur, à droite, inférieur, supérieur, machin, les moyeux différents de l'avant, de l'arrière, etc. Des amortos plus longs derrière, plus courts devant. Des tourelles de différentes tailles, etc., mais dont les pièces sont disponibles à gogo et pas très cher. Ça, c'est ce qu'on préfère, évidemment. Il y a des véhicules donc, qui ont les pièces génériques, génériques, on va dire, ils ont fait comme dit un triangle pour les 4 coins, un inférieur, un supérieur, et t'es tranquille, c'est facile dispo aussi. Ce que je veux dire, c'est que n'axe pas le choix de l'achat de ton véhicule sur le type de suspension. De toute façon, tu es débutant, la première chose que tu vas faire, c'est acheter un véhicule qui te plaît et qui en plus est dans tes moyens. Il y en a qui font l'inverse, ils vont chercher des véhicules dans les moyens et après ils font le tri par rapport à ce qui reste dans leurs moyens. Ça a un avantage, c'est que ça t'évite de casser la tirelire parce que tu te dis, bon, celui-là il est dans mon budget, mais il est vraiment très dégueu. J'ai vu l'autre qui est tellement plus beau, il est tellement plus cher, mais je veux celui-là. D'accord. Au niveau des triangles, maintenant on va aller un peu plus dans les spécificités. Tu as des véhicules qui ont des triangles de suspension qui n'ont pas de butée. C'est le cas souvent sur les monster trucks. C'est-à-dire que ton bras de suspension, si tu enlèves la morteau, il va où il veut, en fait. D'accord. Certains ont une butée mécanique ici sur le châssis, certains ont une butée mécanique sur le porte-fusée. C'est le cas du Rustler et compagnie, les BL2S. C'est la pièce qui tient ici au bout, qui va arriver en butée et qui va empêcher le triangle de descendre. Tout simplement, ça se coince à ce niveau-là. D'accord. Ce qu'on aime bien, c'est avoir une butée méca. Parce que quand tu n'as pas de butée méca, le problème de certains véhicules, c'est que quand tu fais un tonneau, tu vas être à l'envers, ta roue va taper et tirer le bras de suspension vers le bas. Et si tu n'as aucune butée mécanique nulle part, c'est la morteau qui va faire la liaison entre les deux. Donc soit tu vas arracher ici la chape inférieure, soit le capuchon d'amorto, le cas échéant péter une tige de suspension, etc. D'accord. Donc il y a une petite vis à l'intérieur du triangle dans pas mal de véhicules, toute échelle confondue, qui va te permettre de régler ça. Sur un véhicule à pont, ben, tu es obligé de mettre une sangle de limitation de débattement parce que sinon, à tous les coups, c'est ton amorto qui morfle puisqu'il n'y a aucune butée physique possible. Ça peut se faire aussi ici, d'accord. Il y a récemment une marque qui a sorti ça, le Red Cat Vigilante. Ils ont mis une petite sangle entre le haut et le bas de l'amorto pour éviter
qu'on tire trop sur l'amorto. C'est quelque chose qui est très simple à reproduire soi-même. Tout ce que tu peux faire, le truc le plus con du monde, c'est de relier un rilsan de là à là. Et tu règles la longueur maxi de ton rilsan. Tu peux utiliser un fil de fer avec des machins, des trucs de vélo là, pour les sertir, pour te faire des butées physiques sur ces engins qui n'en ont pas. Certains véhicules, par exemple FG1 5e, ont une butée supérieure, c'est-à-dire qu'on va empêcher la suspension d'aller trop haut. C'est plus utile en piste qu'en TT, parce qu'en TT, si tu butes ta suspension pour empêcher d'aller trop haut, c'est tout le véhicule qui va ensuite pencher. En piste, tu n'as pas ça, puisque tu roules à plat, donc tu peux te permettre plus de choses à ce niveau-là. Il y a certains véhicules aussi qui ont pas de triangle de suspension et pas de pont. Ils ont que des biellettes. Ça existe aussi. Tu as donc une biellette qui relie l'arrière ici, là. Tu as une biellette qui relie ici ou ici. D'accord? Donc là, on se retrouve dans le cas d'un bras de suspension qui est semi-tiré ou semi-poussé, puisqu'on se retrouve avec l'avantage de tous. D'accord? Et ensuite, plus qu'une biellette en haut. En général, pour faire le lien. Ça, c'est plus spécifique au 1/5e type Formule 1 pour que ça reste réaliste. Certains châssis old school, Yankee, etc. Donc c'est surtout les grosses échelles. En petite échelle, on n'aime pas trop ce genre de choses, sauf si vraiment le constructeur a voulu faire un truc qui est vraiment une reproduction de la vraie, que la vraie a ce genre de système, voilà. Dans tout cet étalage, on s'est perdu sur un avantage de la suspension bras tiré, bras poussé. Alors, quand tu as un bras tiré et un bras poussé, quel est l'avantage de la chose? Déjà, donc, tous les chocs qui arrivent devant poussent tranquillement le bras dans son sens de fonctionnement. Une suspension généralement très précise. À l'arrière, c'est pareil, puisque ta roue motrice, donc l'obstacle arrive, la roue passe dessus, ta suspension prend bien. Quand tu prends un virage avec une suspension de ce genre, quand tu prends toujours ton virage à gauche, ta suspension côté droit, elle s'écarte, donc ton anthrax agrandit. Alors que de l'autre côté, ton véhicule déleste, ton anthrax diminue. Ton véhicule a donc des pivots qui se modifient. Ils sont comme ça, on va dire, tu vois. Et quand tu vas prendre ton virage, tu vas te retrouver comme ça ou comme ça. Les inconvénients, c'est que ça induit un balancement. Tu peux, oui, corriger avec des barres stables. Ça, c'est un autre épisode. On fera un truc séparé sur suspension, amorto, barre stable, barre de torsion, ce genre de choses. On ne va pas approfondir tout ce qui est suspension. On a les épisodes approfondis de ce qui est suspension avec Air Cédric. Donc dans le coin du débutant, on a les amortos. Moi, j'ai déjà expliqué dans tous les sens. On a fait une vidéo avec Air Cédric. Une partie est sur ma chaîne et la suite est chez Air Cédric. Donc passez voir. Il faut que je voie avec Air Cédric. Air Cédric n'a plus le temps. Il va arrêter la RC. J'espère qu'il va laisser sa chaîne en ligne. S'il ne laisse pas sa chaîne en ligne, je vais lui demander s'il veut bien transférer ses vidéos sur le garage, qui pourra toujours, et ça c'est l'avantage, bien évidemment, récupérer à tout moment pour remettre sa chaîne en route ou une autre chaîne si un jour il a le temps. Parce que s'il ferme la chaîne, les vidéos sont perdues. Je pense qu'il va laisser sa chaîne ouverte quand même. Peut-être qu'il va désactiver les commentaires parce qu'il n'aura pas le temps de s'en servir. On verra ça, d'accord? On ne va pas approfondir beaucoup plus. On va encore parler des casses récurrentes de ce qui est triangle de suspension inférieure, supérieure, biellette, chape, tout le trou loulou. Alors, sur ce type de triangle, il y a différents types de fixations. Certains utilisent une vis à travers avec un écrou, d'accord? Certains ont des vis uniquement, donc deux demi-vis. Certains, ici comme Traxxas, utilisent un axe qui est buté par soit une vis, soit une pièce, n'importe. Peut donc t'arriver avec le flex que ça s'ouvre, que ton axe dégage. Tu peux tordre l'axe. Si c'est une vis, tu peux tordre la vis. Bien sûr, une vis avec contre écrou, contrairement à l'axe, ça ne va pas se barrer. Mais du coup, tu vas répercuter ton choc et ton effort méca ailleurs. On peut bien sûr les plier, les casser, selon ce qu'on fait avec. Même punition pour les inférieurs. Même punition pour les transferts. D'accord? Même punition pour les ponts. Les ponts en général sont vissés sur leurs biellettes. Donc là, ça se passe bien. C'est les biellettes qui morflent. On a eu certains véhicules dont les ponts étaient fragiles. C'est les ponts qui pétaient et pas les biellettes.
Les biellettes, c'est pas grave parce que c'est très facile à renverser, ça va très vite. Des fois, tu as juste une chape, des fois, tu tords la biellette, tu peux la redresser, tu changes ta chape, tu es reparti. D'accord. Ici, bien sûr, si tu pètes un élément, dans beaucoup de cas, tu es obligé de remplacer. Alors, tu peux fendre ton triangle des fois. Je ne parle pas spécialement X-Max, hein, n'importe quel de ces triangles. Et ensuite, justement, si tu n'as pas de vis, tu peux mettre une vis qui va te servir à finir ton run. Tu peux péter au niveau de l'ancrage de suspension, c'est pareil, des fois tu peux mettre une vis plus longue, un contre-écrou, il y a moyen de bricoler un truc. Le collage, généralement c'est chaud. D'accord. Après, il y a l'option je te fibre autour et je te mets du bicomposant partout. Parce que tu n'as pas de pièces en stock. Les délais de livraison sont peut-être longs, donc il y a des moyens de se dépanner. Donc tous ceux qui ont déjà fait tout type de bricolage, envoyez tout ce que vous avez fait. Idem sur ce type de choses, tu peux arracher ici donc le filetage de la pièce, tu peux utiliser de la bande téflon, de la colle, ce que tu veux, et le remettre dedans. Là, tu peux bien sûr sur tout type de triangle, on a dit avant, on tord l'axe, on casse l'axe, mais on peut aussi bien sûr déchirer, et c'est souvent le cas, ici sur les jointures, ça s'ouvre. Sur certains véhicules, c'est récurrent et problématique, puisque le rival MT8 chez Timasso, c'est des cas systématiques. Des constructeurs qui ont eu ça sur des séries de véhicules qui ont ensuite avancé et modifié les choses. Timasso, pour l'instant, zéro évolution. On attend. Quand tout ça s'ovalise, tu augmentes ton jeu. Sur un train à 4 points d'ancrage, déjà, ça arrive moins souvent. Et comme il y a 4 points d'ancrage, même si tu as des jeux sur l'un d'entre eux, ça ne se fera pas forcément. Sur les trains à rotule, c'est très marqué. Dès que le triangle supérieur est ovalisé ici, ta roue, elle va se balader comme ça. D'accord? Triangle inférieur, même punition. C'est bien pour ça que je préfère ça. Sur les triangles comme ceux-ci qui sont en deux parties réglables, eh ben, tu peux ici, si tu prends un choc trop grand, arracher là, péter la biellette. Le MT8, ça se plie. Encore une fois, lui. Et quoi encore? Bon, à part les casses, les plis, les machins, les billets. Si jamais tu veux faire un test d'effort de triangle de suspension, on a vu un comique faire un test de triangle de suspension dans un étau. Donc, il a coincé la pièce dans l'étau et il l'a plié de ce sens. À quel moment est-ce que dans la vie de ton véhicule RC, ce genre de pliage à 90 degrés va survenir? Quasiment jamais. Ça peut arriver sur un choc comme ça, en fait, que tu comprimes le triangle et que tu le plies par pression. Ce qui n'est, regarde, pas du tout pareil. Je le tiens, je pousse ici comme un bœuf, je flexe un peu. Alors que là, sans effort, je peux plier mon triangle. Tu vois? D'accord? Si tu veux faire un test d'effort sur un triangle, hein, il faut faire des choses réelles. Il faut mettre un axe coincé à deux endroits dans un étau, ou faire une pièce exprès pour maintenir un axe. Il faut mettre ton triangle sur ton axe. Là. OK? Et il faut presser comme ça pour voir si ça va se déchirer là ou là ou là. OK? Il faut voir autre chose, c'est que toi, tu vas faire une pression. Ton véhicule, Sakumi qui va m'engueuler, ton véhicule, ouais, j'ai la lumière qui clignote, n'a généralement pas une tension permanente dessus jusqu'à la déchirure. Il va prendre un choc unique. Ton véhicule, tu vas le planter comme ceci. D'accord? Tout va reculer un coup sec et là, comme il est en train d'avancer, tu vas partir. Donc, c'est pas facile de reproduire cet effort. Là, il faudrait se mettre dans un étau, alors prendre un marteau et envoyer un coup sec sur le triangle. Plusieurs fois. Pour voir. Le problème, c'est que il faudrait avoir la même masse systématiquement. Donc, si tu veux la même masse systématiquement, il faudrait monter un poids, par exemple, d'1 kg à 1 mètre au-dessus, le laisser tomber. Et recommencer, et recommencer, et recommencer. Et ça avec plusieurs triangles. Si tu veux faire un test d'effort réaliste, le pli à 90 degrés en deux en plein milieu, c'est de la merde. D'accord?
Ça, c'est quelqu'un qui clairement n'a zéro connaissance mécanique et zéro connaissance de dynamique et d'effort et de force, et etc., etc., etc. D'accord? Je veux donc savoir dans les commentaires de tous les utilisateurs expérimentés, chevronnés ou qui sont là depuis longtemps, qu'est-ce qui leur est déjà tout arrivé avec ces triangles. Hein? Moi, le plus souvent, c'est la déchirure ici, la casse en deux. En hiver, quand il fait vraiment très froid, on s'est retrouvé avec 3-4 morceaux de triangle. Ça arrive. On va faire un petit crochet encore par quelque chose, puisqu'ici, on a des pièces en alu sur l'avant. S'il y a un endroit sur la voiture où je ne suis pas fan du tout d'avoir de l'aluminium, ce sont précisément les triangles de suspension. Ce flex te sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Si maintenant on met un triangle supérieur et inférieur en alu ici, quand ça va en prendre plein la gueule, on va taper sur les pièces qui maintiennent les triangles, les bulkheads, on appelle ça. Et là, on va casser des pièces beaucoup plus chères et beaucoup plus longues à remplacer, d'accord? Ça va peut-être casser moins vite, mais à un moment, ça sera tordu ou cassé quand même, et les coûts de réparation sont beaucoup plus élevés, sans compter que ça va être moche beaucoup plus vite. Quand je mets les pièces alu, à la limite, là, ici, à l'opposé des deux triangles, donc le bulkhead ou ici la chape, si elle est suffisamment costaud en plastique, quand tu vois ce machin-là, tu te dis que ça ne va pas péter, d'accord? Bon, ça ne veut pas dire que ça ne va pas péter. Hein. On a vu de tout et de rien, d'accord? Quels sont les types de réparations provisoires que vous avez utilisés? Est-ce que vous avez utilisé des types de réparations plus que provisoires, c'est-à-dire que vous êtes arrivé tranquille à l'atelier, vous avez une méthode de réparation pour que ça dure vraiment plus longtemps? À prendre toujours en compte, bien sûr, les coûts. Attention, il y a des gens qui ont beaucoup de matériel mécanique et machin à la maison. Arrête de clignoter, Kyosuke, il va me déglinguer. Et qui ont déjà le matériel, déjà les connaissances, donc évidemment pour eux, ils vont rentrer à la maison, ils ont leur triangle, ils ont le machin, ils ont le banc, le bins, l'imprimante 3D, tout ce qu'il faut, la fraise 6 axes, tout, et tout, d'accord? Donc pour eux, c'est 5 minutes de travail et c'est fait, c'est rentable. Pour monsieur tout le monde, qui n'a pas les connaissances, il y a le risque de foirer la chose. D'un autre côté, si tu ne fais jamais, tu ne sauras jamais si tu foires. Donc je t'invite quand même à le faire. Mais il y a l'achat du matos, d'accord, pour réussir à le faire. Tout ce genre de choses est à prendre en compte par rapport au prix de la pièce. Évidemment, si c'est un véhicule qui n'existe plus, la pièce est introuvable, il va falloir passer par ce genre de choses. L'impression 3D progresse, mais n'est pas encore au point où, contrairement à ce que beaucoup croient, on puisse fabriquer des pièces sur lesquelles il y a un réel effort mécanique utilisable sur une suspension. D'accord? C'est pas encore OK. Le moulage en nylon reste le plus durable. Différents plastiques sont des fois fibrés pour augmenter, diminuer leur rigidité et leur solidité. Quand tu as des pièces full nylon, tu vois, c'est méga flex, hein, c'est assez délirant. Tu sais que c'est monté sur un engin de 10-11 kg qui roule à peu près à 65-70 km/h et qui roule parfaitement. Et je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. J'essaie de ne pas faire des tutos trop longs, parce que nos jeunes auditeurs sont souvent impatients, d'accord? Il y a une mouche là, d'où tu viens toi? Je vais t'éclater. Je l'ai loupé parce que j'étais contre de la ferraille, je voulais pas m'exploser le doigt. La prochaine fois, j'y vais, rien à foutre. Tant pis pour mon doigt, je t'aurai. Alors, ouais, j'essaie de ne pas faire trop long. On utilise, comme dit toujours, des termes très très simples. On ne va pas dans le super méga technique, d'accord? Les vis de butée de suspension, butée négative, butée positive, butée inférieure, butée supérieure, appelle-les comme tu veux. Les termes anglais pour se sentir pro, c'est de l'anglais, c'est pas du français. Donc, appelle ça comme tu veux, droopy, droppy screw, on s'en fout en fait. Comme je te l'ai dit dans tous les tutos précédents, très cher débutant, ce qui est important, c'est ne pas que tu saches quel est le terme exact de la pièce, mais que tu saches l'expliquer à la personne chez qui tu veux te procurer la pièce, et que cette personne ait bien sûr assez d'ouverture d'esprit pour comprendre un débutant. Hein? Les gars qui te disent « Ouais, t'as qu'à voir la notice, ils n'ont pas envie de vendre en fait.
pas envie de vendre. C'est sûr que c'est du boulot pour le professionnel. Si chacun appelle et me dit je veux un triangle supérieur de Coralie Kagama. Le gars, ouais, il ouvre son PC, il doit sortir sa référence. D'accord? Si toi tu viens avec ta référence tout de suite, c'est clair. Mais des fois tu sais pas, des fois tu n'as pas le plan, des fois tu as besoin du pro, justement. Et c'est là que tu vois les vrais pros qui ont de la patience et les boutiques qui tournent bien parce que justement il y a des vrais pros dedans qui ne sont pas juste là pour te faire des commandes. Tous ceux qui ont des conseils sont bienvenus. Tous ceux qui ont justement d'expérience, petit type de domaine, vous avez tous le droit bien sûr de me dire voilà, moi je préfère les trains à rotule pour ça, je préfère les trains avec triangle de suspension inférieur et biellette supérieure à cause de ça, je préfère les trains à double triangulation à cause de ça, je n'aime pas les trucs pas réglables à cause de ci, j'aime les trucs à double triangulation et réglables à cause de ça. Je veux du partage. Je veux plein de commentaires en dessous, pas à cause de l'algorithme YouTube, pour que justement précisément les débutants qui tombent sur cette vidéo, normalement ils devraient l'écouter, hein, donc ils savent qu'il faut lire les commentaires. Les mecs, il faut aller lire les commentaires. Une fois de plus, si tu écris un com de travers parce que tu te trompes dans le mot, on s'entend pas. C'est un triangle C''EST triangle. Tu peux écrire SAI triangle. Tu peux l'écrire c'est un triangle, juste le C. Tu peux C accent grave, on s'en fout. Mais alors, royal. On est dans le sujet des triangles. Tu nous parles de ton triangle. On va réussir à se comprendre. Et si on n'y arrive pas, ceux qui arrivent énervés pour moucher les gens et dire on ne comprend pas ce que tu écris, c'est pas du français, il ferait mieux de faire un pas en arrière et de demander qu'est-ce que tu as voulu dire par là, tu vois. Ça, c'est aller de l'avant. Tous les autres, ils sont reculons. D'accord? Ils nous servent à rien, en fait. C'est comme, tu sais, la petite peau qui part du doigt, là. Il y a un comique canadien qui a appelé ça un reculon. Tu vois? C'est pas bien chiant, mais que c'était agaçant, tavernac. Ces gens-là, ce sont des reculons. Et Kiki, je vous attends dans les coms. Je vous souhaite à tous une belle journée. J'espère que je n'ai pas été trop long. On a parlé des bras suspension, donc une triangulation conventionnelle, plus ou moins, des ponts, bras tirés, bras poussés, des biellettes. Alors, biellettes non réglables ou réglables. Il y a des biellettes fixes, ça on a oublié. Donc, un simple bout de plastique qui relie là à là, tout droit, avec un point d'ancrage devant derrière. C'est une biellette non réglable. Il y a la même donc avec un réglage. Ces réglages, des fois, sont à pas inversés, c'est-à-dire que tu desserres ou serres cette pièce, le triangle se rallonge ou se raccourcit. Il y en a qui n'ont pas de pas inversé, donc il faut démonter et il faut desserrer pour allonger et resserrer pour raccourcir, d'accord? Donc il y a les tirants, les biellettes, pareil, hein, les tirants réglables, les tirants pas réglables. Il y a les bras de suspension avec des réglages ou pas de réglages. FG, très bel exemple. J'ai un bras de suspension qui a deux biellettes à pas inversées ici, donc tu peux changer le pincement à l'arrière facilement avec ça, et même la largeur de voie, puisque si tu as deux vis là sur la longueur, et si tu dévisses, eh ben, tu élargis ta voie ou tu la ramènes. Il faut bien sûr avoir aussi un réglage en haut pour suivre, n'est-ce pas? Ça c'est sûr. Point important aussi, pour des raisons mécaniques bien évidemment, plus ton triangle de suspension est court, et plus il sera apte à encaisser des gros chocs. On parle bien sûr, dans le cas de triangle de suspension de la même épaisseur. C'est sûr que c'est un triangle de suspension de 1/10 qui fait 3 mm de haut. Il ne sera pas plus solide que celui-là, par exemple. Hein, c'est ce que je veux dire. On parle de la même matière. C'est un bras de suspension de buggy d'une certaine marque, un 8e, qui fabrique aussi un truggy sur la même plateforme. Le bras du buggy sera plus solide s'il est fabriqué de la même façon que le bras du truggy, parce qu'il est plus court. Il y a ce que je t'ai dit tout à l'heure avec le coup de la masse qui tombe, moins d'effort mécanique, moins de levier. Si je presse ici avec 1 kg, tu vois, j'ai un petit effort sur mon doigt. Si je presse ici, j'en ai un beaucoup plus gros. Ça, c'est à prendre en compte. J'aimerais savoir aussi, dans la plupart des cas, indépendamment du véhicule, quels sont le plus souvent
les gamelles qui vous ont fait péter des bras de suspension. D'accord? Pour moi, c'est clair. Arbre, poteau. Trottoir. Le crash typique que je t'ai montré tout à l'heure. Bam, celui-là. Ne pas négliger les roulades latérales qui, comme je te l'ai dit, vont presser ce bras comme ça, hein, parce qu'il y en a quand même un des deux au bout d'un moment, au bout de certains tournées roulé boulet qui va péter peut-être. Des fois, on a des casses sur des petits chocs, on se dit merde, c'est un tout petit choc. Ne négligez pas les 200 chocs précédents, cet impact-là. J'ai eu un Axial Yeti XL, bras de suspension avant, premier test, premier run, je pars sur de rouge, je lâche les gaz parce que je ne veux pas planter ma machine neuve. Au moment où il atterrit par terre, le bras s'est fendu en deux. Il faisait 28 degrés dehors. C'était un point faible, c'est le constructeur qui a merdé. Donc, si vous avez ce genre d'exemple de construction trop faible, même là, hein, tu vois, ça c'est une pré-série. Ici, par exemple, le point d'ancrage de la suspension qui est trop fragile, qui se détruit facilement. Faites aussi la séparation de ça, hein, entre les véhicules où vous avez eu systématiquement des pièces cassées. Il faut bien sûr préciser ce que vous avez fait avec. Il faut comparer. Il y a beaucoup enfin, il y a un ou deux constructeurs qui vivent ça très mal quand on dit ils ne sont pas solides par rapport à la concurrence. Tu prends un véhicule de cette marque, tu prends le même véhicule de l'autre marque, surtout quand c'est moins cher, qui prend, là tu prends ta gamelle, tu déchires ton triangle, ta cale de train avant, tu plies ta tige d'amorto, alors que là le même véhicule va faire 25 fois la même gamelle, il va juste partir en tournicotis sur l'impact et il va continuer, il a pris peut-être un peu de jeu, et voilà. Donc il y a des marques qui vivent ça très mal, mais on s'en fout, c'est tant pis pour eux. S'ils ne sont pas capables de faire un pas en arrière, d'acheter le véhicule concurrent et dire « Ah, effectivement, je comprends ce qu'il veut dire », ça c'est très important, d'accord? Allez, là je suis en train de m'étaler, j'y vais avant que ça parte en touille et qu'on se retrouve avec d'autres coaires. Ah, c'est le Père Noël, salut.